the air with Brian. You know lying. We be trying to take it back to where you going. And we be flowing. And you be knowing. On va y aller. On doit parler en principe de franchise à la mode, 2 points, concept ou micro-tendance. Alors c'est un titre, moi, qui m'interpelle beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec tout. Est-ce que c'est l'un ou l'autre, concept ou micro-tendance, ou les deux, ou aucun des deux? Mais ça, on va en reparler. Et avant de vous dire quelques mots sur ce qui se passe sur le marché de la restauration, et particulièrement sur ce sujet-là, eh bien, je vais laisser nos invités se présenter. Alors je commence. Frédéric Marteau de Lyon, où je développe un concept qui s'appelle Lucien et la cocotte. Qui se trouve où? Alors 2 unités dans le 6e à Lyon, près du parc de la Tête d'Or, et dans le 1er arrondissement sur la Presqu'île. Merci Frédéric. Côme de Cherizet. Donc moi je suis le directeur du Go Emilio, magazine, guide. Donc je ne suis pas de la partie, moi je suis de l'autre côté de la barrière. Et notre job, c'est de tester et de mettre des notes. Bonjour à tous, je suis Steve Burgraff, je suis le président d'une société qui s'appelle Big Group, qui détient les anciennes Big Fernand et Monsieur Fernand. Big Fernand qui fait donc des hamburgers. Voilà, on est présent à Paris et sur d'autres villes en province, une dizaine d'établissements aujourd'hui et une vingtaine l'année prochaine. Et voilà, et on a 2 boulangeries dans le groupe qui s'appellent Monsieur Fernand. C'est pas sa langue qui a fourché, ça s'appelle bien des hamburgers, hein. C'est bien ça, hein, on est d'accord? C'est ça. On est d'accord. Donc je voudrais revenir quelques minutes sur le thème de cette intervention, et puis il faudra aussi que vous posiez toutes les questions, parce que là vous avez des acteurs très intéressants et ça vaut le coup de leur poser des questions pendant qu'ils sont là. Moi je voudrais revenir sur le titre concept. Ça fait 25 ans que Gira Conseil existe, et pour moi concept aujourd'hui ça veut dire du marketing de haut vol chez même certains. Et la tendance est un mot, moi, qui me fait peur, surtout dans la restauration, parce que pour moi, la tendance, c'est probablement la mode, et la mode ne peut pas durer. Ne dure pas, en tout cas. Elle revient peut-être. Il paraît que dans les fringues, on remet aujourd'hui des fringues au goût du jour qui existent dans les années 20, 30, 40. Dans la restauration, peut-être. En tout cas, que ça soit du marketing ou de la mode, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup, c'est que dans les 2 cas, ça manque souvent, parfois, de sincérité, de vérité, de qualité et d'un mot qui monte dans nos enquêtes clientèle profondes, qualitatives, qui est le mot plaisir. Ce mot, il est de plus en plus utilisé, en tout cas dans la bouche du consommateur. Il est de plus en plus utilisé dans les écrits marketing et communication des acteurs, mais il ne parle pas du tout du même plaisir. Mais alors vraiment pas du tout du même plaisir. En préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un virage historique au niveau de la restauration. Un virage qui constitue ce que j'appelle moi une mutation profonde, à tel point que ce que nous avons appris hier, je me demande s'il va falloir qu'on ne le balaye pas et qu'on reconstruise avec des nouvelles méthodes, des nouvelles choses. Je pense plutôt que, on appelle ça une crise dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi je pense qu'on est plutôt dans ce que j'appellerais une phase de transition entre 2 modèles. La société est en train de changer, la société est en train de muter, et tout mute. Et dans la restauration, elle mute de façon encore plus importante. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez, ces 7 dernières années, pour être très très précis, une prolifération de nouveaux concepts, et là je reprends le mot concept, qui ont émergé, ou de nouveaux types de restauration, ou de nouveaux types de distribution. Et je ne dis pas de nouveaux produits, parce qu'il n'y a pas plus traditionnel et classique que les Français, qui ont proliféré sur le territoire français, à tel point que McDonald's est arrivé en 1979, Brioche Dorée et Paul 81-83, et entre 1979 et 2001, la France était l'un des rares pays au monde à avoir vécu avec 2 produits de restauration rapide, un hamburger et un sandwich, plutôt fast-food, plutôt malbouffe. Et puis en 2001, vous avez un garçon qui arrive, qui s'appelle Alain Cogent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce garçon. Il ouvre une unité rue de 16 à Paris, rue à l'abri du chiffre d'affaires,
une unité où il fait des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades, bref, comme Brioche Dorée depuis 25 ans, sauf qu'il décide de le faire plus zen, plus bio, plus féminin, plus frais, plus cher, et à l'époque on le prend pour un grand malade. Comment est-il possible de faire du fast-food cher? Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vous parle de Cogent? Parce que Cogent a provoqué deux phénomènes qui ont fait basculer la France. Alors à chaque fois que je lui dis ça, il est très étonné. Il me dit, c'est moi qui suis responsable de ça. Oui, il est responsable de ça. La France est passée en l'espace de 13 ans. Cogent est arrivé en 13 ans. Il y a 13 ans, pardon. La France est passée de 2 produits en restauration rapide à 38 à l'heure où nous nous parlons. 38. Les Américains n'ont pas 38 produits de restauration rapide. Les Américains viennent voir en France ce que nous faisons. La France est devenue un laboratoire d'innovation et de tendance au niveau de la restauration. C'est le monde à l'envers qui est en train de se passer. Ce sont les quiches, les soupes, les salades, les wok, le homard, le ceviche, le couscous, la pizza, je ne vais pas tous vous les citer, le kebab, 38 produits de restauration rapide. Donc Cogent a provoqué une diversification qui n'est pas finie, parce que je vous dis 38 aujourd'hui, mais je me gourre peut-être. À l'allure où ça va, il se monte à peu près 2 concepts de restauration rapide en France tous les 2-3 mois. Je ne sais pas si vous voyez à l'allure où on va. Tout ne tiendra pas. Ce n'est pas ça le débat pour l'instant. Il y a diversité qui est proposée aux consommateurs. Et la deuxième chose que Cogent a provoquée, et c'est celle-là où je voulais en venir, c'est qu'il a initié une montée en gamme de la restauration rapide à un niveau que personne n'avait imaginé, même nous, puisque les 3 étoiles au guide Michelin, les stars de la cuisine mondiale, ont tous monté, à l'heure où nous nous parlons, leur point de restauration rapide avec des sandwicheries où ils vendent des sandwichs, des quiches, des soupes, des salades. Je vais en citer quelques-uns, mais j'ai peur d'en oublier parce qu'ils les ont tous faits. Marc Vera l'a fait avec Costna Vera et il a arrêté. Mais il l'a fait. Il a inspiré un concept comme Bocaux que vous connaissez aujourd'hui, Paul Bocuse avec West Express à Lyon, Guy Martin avec Miu à Paris, Westermann avec Secret de Table à Strasbourg. Je ne vais pas tous vous les citer, j'en oublie. Je vais m'arrêter là parce qu'ils l'ont tous fait. Quand on leur demande pourquoi, mesdames et messieurs les 3 étoiles au guide Michelin, pourquoi vous faites ça? Anne-Sophie Pic avec, à Valence, pourquoi vous faites ça? Ils répondent tous la même chose sans se concerter. Ce n'est pas parce que les gens sont pressés qu'il faut leur donner à manger n'importe quoi. Et un sandwich peut être de très haute qualité, une salade peut être de très haute qualité, etc., etc. Diversification et montée en gamme de la restauration rapide, ça c'est au niveau de l'offre qui monte, qui monte, qui monte. Et on a affaire aujourd'hui à un marché qui a un gros problème. Et ce problème, il existe depuis maintenant quelques années et il s'accentue et ça va provoquer, à mon avis, beaucoup de casse dans le secteur. C'est qu'à la gauche du secteur, vous avez une restauration rapide qui monte en gamme et qui se diversifie, on a compris. À la droite du secteur, vous avez une génération de jeunes chefs qui est en train d'ouvrir des établissements, alors que les médias appellent la bistronomie. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, ce sont des jeunes qui ont une philosophie de la gastronomie qui est très différente de leurs aînés. L'équation qu'ils appliquent est simple. Petits établissements, très petits établissements, cartes très courtes, en très forte rotation, cuisine totalement ouverte. C'est l'équation qu'ils appliquent. Il y a tout un tas d'établissements comme ça aujourd'hui qui prolifèrent en France. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a une restauration rapide qui monte en gamme, une gastronomie qui devient de plus en plus abordable et qui pousse vers le centre. Et au milieu, vous avez toute une zone de restauration qui est totalement piégée par ces deux mouvements, qui devient naturellement sans âme, sans personnalité, sans intérêt, trop cher pour ce que c'est, qui se trouve automatiquement out of market et qui ne voit plus du tout d'intérêt aux yeux des consommateurs. Et quand on voit ce double phénomène d'une montée en gamme d'un côté, d'une gastronomie abordable de l'autre et un marché central qui se trouve piégé, on a maintenant aux extrêmes du marché quelque chose qui est en train de se passer et qui est beaucoup plus récent, c'est que les extrêmes que je viens d'expliquer là sont en train de s'effondrer à leur centre. Je m'explique. Dans la rapide, vous avez ceux qui jouent le prix, stratégie de volume, et ceux qui jouent le produit, stratégie de valeur. Et dans la haute gastronomie, vous avez ceux qui jouent le rêve, les 3 étoiles Guide Michelin, service à table, etc. Et ceux qui jouent une gastronomie abordable. Et où je voulais en venir, c'est que la France est en train de basculer dans quelque chose de très très nouveau qui est plutôt stratégique au niveau des restaurateurs, qui est que aujourd'hui, qu'on fasse de la rapide, qu'on fasse de la gastronomie, qu'on fasse du service à table, qu'on fasse de la distribution et de la vente au comptoir, il y a 2 axes aujourd'hui.
Soit on est le moins cher, soit on est le meilleur. On ne peut plus être les deux. Le consommateur ne suit plus, ne comprend plus, et il faut choisir. Je m'explique. Quand Paul Bocuse, à Lyon, fait des sandwichs, dans quelle catégorie joue-t-il? Dans la catégorie sandwich, je suis le meilleur. C'est ça qui joue comme carte. Quand nos jeunes chefs dans la bistronomie ouvrent leurs établissements, dans quelle catégorie jouent-ils? Dans la gastronomie, je suis le moins cher. Donc être le moins cher ou être le meilleur n'a strictement rien à voir avec son positionnement prix. C'est une question de perception, de stratégie et surtout de compréhension vis-à-vis du consommateur. Donc, aujourd'hui, et j'en terminerai là-dessus, puis après on va laisser la parole à nos amis pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de ça et comment ils se positionnent vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, je suis très très inquiet pour une certaine tranche de restauration en France. Je ne vais pas les citer, mais vous allez voir de qui je parle. Vous avez aujourd'hui des gens qui jouent dans la catégorie le moins cher, stratégie de volume, et ce n'est pas une tare, il n'y a pas de problème, c'est une stratégie. Et puis vous avez des gens qui jouent une stratégie de valeur, de produit, de qualité, et qui montent en gamme, et qui justifient, et qui montent leur prix, et ça passe. Mais il y a, et vous le savez, dans ce pays-là, ce qu'on appelle les chaînes et les groupes. Et les chaînes et les groupes, aujourd'hui, enfin les chaînes, il y en a très exactement, pour être très clair, 176 en France. Il y a 176 réseaux qui ont au moins 3 unités dupliquées à l'identique sur le territoire français. Ces 176 réseaux de McDonald's à la Criée, je prends ces extrêmes, parce qu'en termes de dépenses moyennes, ce sont les extrêmes, pèsent, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que ce n'est pas très, très intéressant, mais pour vous donner un ordre d'idée, les chaînes ne pèsent que 4% des restaurants qui se trouvent sur le territoire français. Je dis bien 4%. 4% de ces établissements pèsent 21% du chiffre d'affaires de la restauration France. Évidemment qu'une unité de chaîne fait beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'une unité indépendante. Mais pourquoi je vous dis ça? Sur les 176 enseignes de chaînes qu'il y a sur le territoire français, il y a Big Fernand, puisqu'il a plus de 3, il n'y a pas encore notre ami Lucien et la cocotte, parce qu'il n'en a pas encore 3, mais il y a beaucoup de réseaux émergents qui ont 3, 4, 5, 6 points de vente et qui se posent des questions sur la vitesse de développement. Est-ce qu'il faut que j'accélère? Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce qu'il faut que je développe, tout simplement? Pourquoi je ne me contenterais pas d'avoir 2, 3 points de vente? Bref. Et puis, il y a aussi tout un tas de réseaux, ce que j'appelle les réseaux historiques, les mastodontes. Alors là, je ne vais pas citer de nom, mais c'est des 200, 300, 400 points de vente, 700 points de vente. Vous voyez, c'est des gros machins qui sont là depuis un certain nombre d'années. Eh bien, très sincèrement, je pense que, vu la mutation que je vous ai expliquée précédemment, les grands de demain ne seront pas les grands d'aujourd'hui. Les grands de demain sont parmi tous les petits d'aujourd'hui, c'est sûr et certain. Parce que ces petits d'aujourd'hui ont une nouvelle philosophie de ce qu'est un restaurant. Vous vous souvenez tout à l'heure que nos jeunes gastro avaient une nouvelle philosophie de la gastronomie. Eh bien aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui a une nouvelle approche. 1, de la restauration rapide. 2, de ce niveau de fabrication sur place ou pas. Pourquoi? Dans un seul objectif, pas uniquement de rentabilité, c'est de satisfaire et de fidéliser un client, de faire plaisir à un client. Et puis une autre philosophie aussi de vitesse de développement. En ce moment, il y a un gros réseau qui nous annonce qu'il en aura 400 dans 10 ans. Est-ce que c'est encore un discours raisonnable aujourd'hui? Est-ce que c'est un discours rentable? Est-ce que c'est un discours tout simplement sensé par les temps qui courent? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en préambule. Et puis ce que je propose, c'est de laisser la parole déjà aux 2 acteurs qui font partie des petits. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis petits, mais émergents. On le revendique. Voilà. Bon, bah, écoutez, je commence. Moi, je partage la plupart des propos que donc, Bernard a tenus. Pour moi, ce qui fait déjà dans le mot concept, il y a forcément une volonté de duplication en chaîne, rien que dans ce mot. Sinon, on aurait chacun notre petite unité dans notre coin et on s'en contenterait. La difficulté, effectivement, c'est qu'on œuvre en ce moment dans un marché qui est extrêmement mouvant et extrêmement rapide. Moi, j'ai ouvert en mars 2011. Je peux vous dire qu'entre 2011, 2012, 2013 et cette année, les choses ont pas radicalement changé, mais nettement évolué.
Fidéliser un client, ça devient très difficile et les attentes des consommateurs, je pense, évoluent sans cesse. Alors, nous, on a fait le choix de se développer doucement, effectivement. Moi, je vis au quotidien, donc, dans notre restaurant, comme un laboratoire vivant où en fait, on apprend beaucoup de nos clients tous les jours. Et ça nous permet de positionner le concept justement pour durer. Alors, pas forcément en avoir 200, 400, 500 dans les 10 ans, mais simplement maîtriser le développement. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et surtout, le rapport qualité, quantité, prix, pour moi, n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Le client veut vraiment à la fois le juste prix sur la quantité et la qualité. Donc, le travail sur la qualité, tout l'aspect marketing, ça, c'est relativement simple, je dirais. L'aspect, par contre, positionnement qualitatif du produit et donner vraiment chaque jour à nos clients ce qu'ils ont envie de manger et en quantité suffisante, ça c'est un vrai travail qui, pour moi, demande plusieurs, pour nous en tout cas, a demandé plusieurs années de développement. Donc voilà ce que je dirais simplement pour commencer le débat. Alors moi, j'aime pas trop le terme de concept, parce que je considère qu'à partir du moment où on a ouvert son restaurant, ce n'est plus un concept. Le concept, c'est d'abord dans la tête. Donc quand on rentre dans le réel et dans le concret, le concept, c'est fini. Donc voilà, donc moi, j'aime pas du tout ce terme. Voilà, alors juste pour rebondir sur ce que disait Bernard, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie entre ceux qui jouent la carte du prix, et il en faut. Quand on a une famille avec 3 ou 4 enfants, où est-ce qu'on peut encore aller se nourrir hors de son foyer pour 40, 50 €, c'est compliqué, à part au McDonald's. Donc heureusement que le McDonald's existe aujourd'hui pour ces gens-là. C'est déjà la première des choses. Et j'y opposerai en fait le restaurant plaisir. Donc chez Big Fernand, c'est la règle numéro 1, c'est donner du plaisir à nos clients, si possible de manière rapide, parce que quelquefois c'est des gens qui n'ont pas le temps de déjeuner ou même pas le temps de dîner. Donc la manière de recevoir, évidemment, est fondamentale. Et lorsqu'on parle de la bistronomie, par exemple, aussi, on joue cette carte plaisir. Et c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher de se faire plaisir. Malheureusement, de bien manger, c'est peut-être dur à dire, mais c'est vrai qu'il faut aussi des moyens pour bien manger. Hein. En tout cas, en France, dans des restaurants. Donc voilà, donc moi, j'y opposerai vraiment ceux qui jouent la carte du prix et ceux qui jouent la carte du plaisir. Entre les deux, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que le marché n'est pas évident. Voilà, après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que, je pense que le restaurateur doit toujours s'en souvenir, c'est que lorsqu'on nous demande pourquoi on parle beaucoup de nous, ou qu'est-ce qui fait qu'on a beaucoup de monde dans nos établissements, on a eu la chance d'avoir beaucoup de presse, on est très suivi par les réseaux sociaux, je crois qu'on a plus de 50 000 fans sur Facebook aujourd'hui, actifs comme 150 000 fans, donc on a plus de fans que les grosses chaînes de restauration françaises, par exemple. C'est pas notre meilleur outil de communication. C'est pas la presse, c'est pas les réseaux sociaux. Le meilleur outil de communication quand on a un restaurant, c'est le produit. Donc ne jamais l'oublier, parce que lorsqu'on reste coincé dans le concept, on y met autour des choses telles que du marketing. Ça passe par le packaging, ça passe par les process pour recevoir les clients. Mais il faut jamais que cela sorte de la tête des restaurateurs. L'outil numéro 1 pour amener des clients, c'est le produit. Et la seule chose qui peut valoir lorsqu'on se développe, c'est de garder ce produit intact. J'en discutais avec Bernard Boutboul ce matin. Je pense que le pire lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on est chef d'entreprise, parce que je suis restaurateur et chef d'entreprise, mon ambition c'est de me développer. Le risque numéro 1 pour moi, c'est le modèle qui était notre première unité il y a 2 ans et demi. Et bien qu'au bout du 20e, 25e, ça ne ressemble plus au modèle numéro 1. Mon travail de tous les jours, c'est pour que les Big Fernand restent toujours des restaurants de quartier. Et je préfère qu'il y ait 200 restaurants de quartier qui coexistent en France qu'une chaîne de 200 restaurants. Alors, nous, on a un point de vue qui est un petit peu différent parce que c'est d'où nous parlons, très complémentaire de celui de Bernard. Nous, notre méthodologie, c'est d'avoir des enquêteurs sur le terrain qui sont des consommateurs anonymes, des enquêteurs anonymes. Donc, ça nous donne une vision de ces tendances qui est très en amont, très complémentaire, encore une fois. Qu'est-ce que nous observons ? Nous observons que la qualité, effectivement, c'est le pivot et c'est ce que vont rechercher les consommateurs. Mais ils vont la rechercher avec une contrainte de prix qui est très forte et que l'on peut cumuler les deux.
Nous, notre appréciation, c'est que ce que l'on retrouve dans les restaurants et ce qui fait la tendance dans les restaurants, 1 an plus tôt, c'était les tendances que l'on a pu observer à la maison. Puisque nous sommes dans un lieu où nous parlons de tendances culinaires, pour nous, c'est un marqueur très fort. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Quel est le comportement des gens chez eux? Et 1 an plus tard, on va retrouver ce comportement au restaurant. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Eh bien, à la maison, on est d'abord dans la transparence, donc que l'on veut savoir ce que l'on mange. Je vais chez Carrefour, je vois si mon poisson il est pêché, s'il est cultivé, s'il est surgelé, etc. Au restaurant, j'attends la même transparence. Donc ça, c'est une tendance qui est pour nous absolument essentielle et qui va guider les concepts. Mais ça, pour moi, les concepts viennent en bout de chaîne. Deuxième élément de cette transparence, de ce comportement, de ces attentes des consommateurs, on va avoir une évolution sur les restaurants eux-mêmes. Et nous observons 3 grands phénomènes dans les restaurants qui peuvent se rapprocher effectivement des chaînes et des approches que vous développez en tant qu'entrepreneur. La première tendance, c'est le bistrot qui SM, bistrot épicerie, bistrot boucherie, bistrot bar à vin. Donc on a une vraie explosion en fait du bistrot qui va apporter d'autres services complémentaires. Alors est-ce que ça donnera des chaînes? L'histoire nous le dira, mais en tout cas pour nous c'est une tendance forte observée avec des chefs qui sont des chefs leaders, des chefs qui sont très entrepreneurs et qui vont marquer la tendance. Deuxième axe fort, nous repérons qu'il y a une chute des cloisons dans le restaurant, les cuisines ouvertes, les chefs qui vont servir, le service qui va en cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être peut aussi inspirer les entrepreneurs de la restauration. Et puis la troisième tendance que nous observons en tant que guide gastronomique, c'est tous les menus cachés, de dire je rentre dans un établissement et là j'ai un menu imposé, un menu caché. Là aussi, est-ce que ça sera une tendance qui nourrira les entrepreneurs de la restauration de chaîne ou de concept? Je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est que lorsque Bernard disait qu'effectivement il y a des chaînes qui sont en difficulté, le problème c'est que lorsqu'on a une volonté donc d'augmenter les prix, de pouvoir se positionner donc comme un acteur qui fournit en fait de la nourriture de qualité, il faut impérativement que, je reviens là-dessus, que le produit suive. Le problème c'est que lorsqu'il y a une montée en gamme du décor, du marketing, voilà, le savoir-faire autour, lorsque le produit ne suit pas, le client n'est pas bête, hein, il ne s'y trompe pas. Voilà, on a des concurrents aujourd'hui qui sont des groupes beaucoup plus gros que nous, qui sont bien inspirés de ce qu'on a fait, en tout cas sur notre partie, le hamburger. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un niveau de prix au-dessus de nous avec une qualité bien moindre. Ce n'est pas possible. Donc une fois de plus, il faut que le produit suive derrière. Tous les artifices autour ne servent absolument à rien. Oui, juste une remarque complémentaire de ce que vous venez de dire. Nous faisons le constat qu'il est possible aujourd'hui, dans la restauration traditionnelle, d'avoir d'excellents menus à 20 €. La clé, c'est des choses qui sont tellement évidentes que j'ose à peine vous les redire, mais c'est des produits locaux, des produits de saison, des produits frais, des produits qui seront transformés au restaurant. Donc, je ne sais pas si vos établissements peuvent transformer sur place. Quel est votre modèle économique à ce niveau-là? Tout est transformé sur place chez nous, tout. Les frites sont coupées le matin, la viande est hachée sur place, les sauces sont faites sur place, tout est fait sur place chez nous. Donc voilà, il y a une vraie convergence avec la restauration que Goemio appelle le CVE et celle qu'elle sélectionne, et que dans ces conditions-là, avec une condition supplémentaire comme à la maison, pas de gaspillage, on arrive effectivement à proposer des prix qui soient très serrés avec une qualité très élevée. Les produits frais également chez nous et transformés sur place, légumes frais, et on privilégie les circuits courts. Alors, on se doute bien en entendant ces témoignages qui sont très intéressants que les lignes bougent. Et ces lignes sont en train de bouger à tel point que, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Si vous déjeunez chez Big Fernand, vous allez en avoir pour 15 €. Mais si vous allez à la brasserie à côté de Big Fernand, vous allez toucher un plat du jour qui est à 14 €, servi probablement avec un gars qui vous fait la tronche, dans un endroit qui est plutôt peut-être pas hygiène,
et vous n'avez qu'un plat du jour, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas pris votre café, etc. Donc, le Parisien, puisqu'on parle Parisien en l'occurrence, puisque Big Fernand, je prenais l'exemple de sa première unité qui se trouve rue du Faubourg-Poissonnière, le Parisien qui fréquente ce quartier-là, il a automatiquement ses lignes prix-perception qui sont en train de bouger dans sa tête, obligatoirement. Quand aujourd'hui, à l'inverse, à Lyon, je vais déjeuner chez Lucien et la Cocotte et que ça me coûte 10 € pour manger un plat cuisiné, et quand je vais à la brasserie à côté et que je touche un plat du jour à Lyon, à 10, 11 ou 12 €, pareil, avec le gars qui peut peut-être me faire la tronche dans un endroit pas hygiénique, etc., eh bien, les lignes bougent et ça bouge dans tous les sens. Et même les acteurs historiques, certains acteurs historiques bougent, puisque McDonald's France, je ne sais pas si vous le savez, mais le prix moyen McDonald's France est le plus élevé des 114 pays dans lesquels il est implanté, où il a implanté ses 33 000 restaurants. Nous avons les McDonald's les plus chers sur la planète. Pourquoi ? Parce que McDonald's a compris depuis 2004 que la France prenait un virage de montée en gamme et qu'il ne pouvait pas rester sur le fast-food malbouffe. Il ne pouvait pas, sinon il était dans le mur. Alors on peut dire que le Big Mac de McDo, il n'est pas bon. Ça, c'est une question de jugement. Peu importe, c'est pas ça le débat. C'est que tout le monde est en train de remonter ce niveau de qualité d'un fast-food qui était rejeté par les Français. Et le fait que tout ça remonte fait automatiquement bouger les lignes de tout le reste de la restauration. Et à tel point que ceux qui mangeaient dans cette fameuse brasserie, dans ces fameuses brasseries que je parlais tout à l'heure, eh bien, décalent vers le bas, pour des raisons budgétaires, la crise, etc. Et en décalant vers le bas, ils trouvent une restauration rapide qui a fait de gros efforts qualitatifs, de gros efforts d'hygiène, qui est souriante, qui est accueillante, qui a envie de vous faire plaisir pour un seul et unique objectif, vous faire venir et vous faire revenir. Quel est l'autre objectif d'un restaurant ? Mais quel est l'autre objectif ? Contrairement à d'autres, et j'en parlais ce matin, d'autres que je ne citerai pas, qui ont une obsession permanente du bas de ligne. Mais quand vous avez une obsession permanente du bas de ligne, vous ne pouvez pas avoir une obsession permanente du client, de sa satisfaction, de votre produit et de votre équipe. Je traduis, le bas de ligne, c'est les bénéfices. Peut-être tout le monde n'est pas aguerri à ça. Alors juste une chose, je suis étonné par effectivement le nombre de nouveaux restaurants qui ouvrent avec des nouveaux thèmes et donc des nouveaux produits. Donc ça, c'est magnifique. Mais je suis étonné en fait par le fait que les restaurateurs de manière globale ne se soucient pas plus de l'accueil, la manière de recevoir ses clients. Pourquoi est-ce qu'on va au restaurant ? On va au restaurant pour ne pas, ou parce qu'on n'a pas la possibilité, au déjeuner par exemple, de déjeuner ou de dîner chez soi. Ça doit rester un moment de plaisir. On paye un petit peu plus cher parce qu'on ne s'occupe de rien. Et parce que ça nous change un petit peu les idées, parce que ça nous occupe aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans la vie, et je crois beaucoup au restaurant qui est aussi là pour occuper les gens. Et les Français savent bien s'occuper avec la bouffe, et en plus on sait bien le faire. Mais je suis toujours étonné par le peu de temps que les restaurateurs et les chaînes de restauration consacrent au niveau d'accueil qui est juste fondamental. On a parlé de la rapidité. C'est important parce qu'aujourd'hui, Bernard ne me contredira pas, on a moins en moins de temps pour déjeuner. Je crois que le temps a été divisé par 3 en 30 ans, je crois. On y va maintenant, donc on l'a vu, donc peut-être pour mieux manger aussi. Alors, il semblerait qu'en France, on soit encore un petit peu plus à cheval là-dessus. Mais on y va aussi pour avoir un moment de plaisir. Et dans ce moment de plaisir, il n'y a pas que le plaisir gustatif, il y a la manière d'être reçu. Donc on consacre beaucoup d'argent à la formation pour former les gens. Voilà. Aussi la manière de les recruter, nos canaux de recrutement. Moi personnellement, lorsque je vais dans les restaurants, j'en ai un petit peu assez la manière stéréotypée dont on vous reçoit. Vous avez tous vécu l'arrivée dans un fast-food où on ne dit plus bonjour, on dit sur place ou emporté. Ça commence comme ça. C'est peut-être la traduction de l'anglais au français, mais ça a été mal traduit. Donc je suis toujours étonné par ça, et je pense qu'il y a encore il y a beaucoup d'améliorations à faire là-dessus de manière globale pour les restaurateurs. Alors, pour aller dans votre sens, Goemio pratique sa critique avec une grille. Nous avons une grille de 500 points. Cette grille, elle est utilisée depuis 40 ans. Et depuis 10 ans, elle a profondément évolué. Il y a 10 ans, l'assiette représentait 70% de la notation. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 50%. Et dans les 50 autres pourcents, c'est exactement ce qui vient d'être dit,
c'est la qualité de l'accueil, c'est l'ambiance, le décor. Est-ce que je suis accueilli quand je rentre dans le restaurant? Est-ce que je suis raccompagné quand je sors du restaurant? Alors, ce que je viens de dire ne s'applique pas bien évidemment à McDonald's, mais s'applique Ça s'applique à Big Fernand. On reçoit les clients à la sortie du restaurant quand ils arrivent. On leur explique la carte. Et lorsqu'ils partent, c'est obligé chez nous. Tout le monde lui dit au revoir. Voilà, c'est important. Ça fait partie des petites choses. Mais la prise en charge du client se fait de l'entrée du restaurant jusqu'à la sortie. Et souvent, les professionnels appellent ça l'expérience client. Voilà, bon, pareil, j'aime pas donner des grands mots là-dessus. Mais l'expérience client, ça commence au seuil du restaurant et ça finit sur la porte du restaurant. Là, vous êtes en train d'assister en direct à un scoop, c'est que Big Fernand est en train de rentrer dans le Goemio. Donc, vous avez de la chance. Hein. Le meilleur scoop, c'est que Big Fernand va arriver à Tours. Donc, c'est quand même le meilleur scoop ici dans cette ville. Alors, vous voyez, Big Fernand, il va chercher ses clients dehors sur le trottoir en leur disant « Bonjour, tu connais pas Big Fernand, je vais t'expliquer comment ça marche, c'était enregistré sur le trottoir. » Et je voudrais juste vous citer une expérience que j'ai vécue hier dans une plutôt grande brasserie que je ne citerai pas. Je suis à l'intérieur, je bois un café parce que je suis en avance à mon rendez-vous, enfin bref. Et il y a quelqu'un qui se met en terrasse, et c'était à Paris, et il faisait froid hier à Paris. Et le patron qui est derrière son bar dit « Putain, ils font chier ces gens-là à se mettre en terrasse, ils ne se rendent pas compte, il va falloir que j'aille sortir dehors dans le froid. » Comme ça, texto. Et je n'étais pas le seul client, hein. Et je ne vous dis pas comment ils ont été lui prendre sa commande avec une tronche pas possible d'une dame qui voulait se mettre en terrasse tout simplement parce qu'il faisait froid mais il faisait beau. Et puis elle avait envie de fumer sa clope. Où est le problème? Je ne sais pas si vous voyez. La qualité de service qui se dégrade de plus en plus dans certains endroits à tel point qu'on a un vrai problème commercial et de bon sens. On est là quand même pour rendre service à un client. Il a envie de se mettre dehors et qu'il se mette dehors. Où est le problème? Et puis de l'autre côté, on a des acteurs qui vont chercher le client sur le trottoir. Bienvenue, je suis content que vous soyez venu aujourd'hui. Ça va? Tout va bien? Bonjour. Et c'est vrai que quand vous arrivez chez McDo, vous dit sur place ou emporté. Est-ce que c'est le vrai premier contact qu'on doit avoir? Bigard, il nous avait fait un sketch comme ça. C'est pour dîner? Non, non, on est venu faire un tennis. Vous êtes 2? Non, non, il y en a encore 8 qui arrivent derrière. Il y a des robots dans les salles que je trouve extraordinaires. Alors, la phrase pire que je trouve aujourd'hui dans les restos, c'est à la sortie, et ça vous l'avez déjà entendu, ça a été? Ah là là, cette phrase, elle est catastrophique, ça a été. Ça a été. Quoi ça a été? Et au moment où la personne vous dit ça a été, j'ai bien regardé ce qui se passe. Au moment où elle dit le T de ça a été, elle ne regarde plus le client. Ouais, elle est déjà aux 3/4 repartie, la personne. Ce qui veut dire qu'elle se fout royalement de votre réponse, mais il y a une procédure qui dit qu'à la sortie, il faut dire « ça a été ». Parce que ça veut dire « au revoir, ça a été ». Ouais, ça a été. Et moi, je m'amuse depuis quelque temps, enfin, c'est pas sympa de faire ça, mais je le fais quand même, à, quand on me dit « ça a été », dire « non ». Et alors là, je pense que je vais continuer à le faire avec de la vidéo, parce que là, c'est un vrai moment de plaisir à regarder ce qui se passe. Ces établissements qui ont des process ridicules à dire ça a été, forment les gens à dire ça a été, mais ne forment pas les gens à la réponse négative à cette question. Ça a été 3/4, elle est déjà repartie, donc je dis oui, de toute façon elle s'en fout puisqu'elle est déjà repartie. Mais si je dis non, vous savez ce qu'elle fait la personne? 3/4 dans l'autre sens, et elle dit quoi? Et elle ne sait pas gérer, la personne ne sait pas gérer le non. Donc à quoi ça sert d'avoir des process d'accueil dont on ne sait pas gérer la réponse négative? Voilà, je vais arrêter là. Une des forces principales en fait, des nouveaux acteurs ou des nouveaux concepts, et tient aussi là-dedans, c'est l'accueil client à partir du moment où il rentre et où il a terminé son déjeuner ou son dîner, fait forcément bouger les lignes, puisque on s'oblige à être performant dans ce domaine. Forcément, ceux qui ne le font pas seront pénalisés. Voilà. Et je voulais rebondir également sur ce que disait Bernard tout à l'heure au niveau des gens qu'on voit apparaître chez nous pour le déjeuner, qui avant mangeaient pour 18 €, puis après qui sont descendus à 15 et qui continuent de baisser. Et nous, on a vu particulièrement dans notre unité du 6e arrondissement à Lyon arriver une typologie de clientèle qui, spontanément, il y a encore 4 ans, n'aurait pas fréquenté notre établissement. Et qui finalement s'aperçoivent que pour un ticket moyen bien inférieur à ce qu'ils dépensaient, la crise des dents, je pense, quelques années auparavant, finalement, on a réussi à en fidéliser une bonne partie qui s'y retrouve en termes de rapport qualité-prix.
Alors, le point qui a été abordé précédemment est un vrai enjeu national. Nous avons 90 millions de touristes qui passent en France, mais quand je dis qu'ils passent, ils passent. Ils ne s'arrêtent pas suffisamment par rapport à nos amis italiens qui arrivent à fixer les touristes. Et le sujet de l'accueil est un point crucial, à tel point que pour la première fois, enfin, le ministère des Affaires étrangères et du développement touristique se saisit de cette question. Et je crois qu'il y a des mesures qui vont être prises, des mesures d'urgence, notamment concernant les brasseries et les bistrots, dans lesquels l'accueil peut être absolument épouvantable, à faire fuir les touristes avec de l'escroquerie, etc. Mais ce problème d'accueil et ce problème de comportement, il n'est pas uniquement dans les bistrots et brasseries. On le retrouve aussi dans les grands gastros. Nous qui fréquentons énormément de grands gastros, qui les voyons tous chaque année, on voit ce qu'on appelle les maîtres d'hôtel à bascule. Le gars obséquieux qui est là avec des courbettes, mais on a juste envie de lui dire « mais laisse-moi tranquille ». Et là, il y a à nouveau des vrais enjeux pour la clientèle asiatique qui remplit à peu près à plus de la moitié ces grands établissements, et des enjeux pour même la survie de ces établissements qui n'ont pas compris que le nouveau modèle, c'était un modèle de décontraction, un modèle de simplicité. Mais je pense que le problème vient aussi, enfin je rapproche à ça du problème des taxis par exemple. Lorsque vous avez justement 90 millions de visiteurs dans l'année et que vous avez des emplacements qui amènent du flux, à un moment, le restaurateur ne se pose plus la question de savoir comment est-ce qu'il va capter son client, le retenir, le faire revenir, puisque de toute manière, le flux lui amène le chiffre d'affaires nécessaire. Or, ceci ne contribue pas à la qualité de la restauration en général, que ce soit l'accueil ou le produit. Voilà, on a tous connu des terrasses bondées en été avec un service dégueulasse, c'est-à-dire mal servi et en plus pas bien mangé. Voilà, donc le problème vient aussi de ça, c'est qu'étant un pays très, très touristique, ça nous amène une manne de clients et de chiffre d'affaires qui n'oblige pas toujours les restaurateurs à se renouveler et à retenir le client, ce qui pour moi était le phénomène des taxis. Quand les VTC n'existaient pas, c'est quand même incroyable de se dire que les taxis aujourd'hui progressent dans leur qualité de service à cause de l'arrivée des VTC. Je pense que réellement, on a un petit peu ce syndrome aussi en France. Vous connaissez les bistrots de gare, d'aéroport, des lieux quasi obligés. Vous connaissez les rues piétonnes de Paris peut-être, ou d'autres villes en province où lorsqu'il fait très beau, les terrasses sont prises d'assaut. Voilà, on vous gère comme on vous gère. Hein. Voilà. Eh bien, est-ce que vous avez des questions? Parce que vous en avez très certainement. Monsieur au premier rang. Il va arriver, monsieur, je pense. Je crois qu'il y a un problème culturel en France. Moi, j'ai représenté différentes sociétés dans les salons professionnels, le chocolat et d'autres. Je suis en pâtisserie. Attendez, on va attendre que vous ayez le micro parce que... In English or in French? I think in French. J'ai représenté plusieurs sociétés dans les salons aux États-Unis, en France, ailleurs. Et aux États-Unis, quand on offre un bout de chocolat ou quelque chose, je vais vers la personne qui est passant et les gens, ils acceptent, ils disent OK, c'est quoi? Ils sont curieux. En France, la même chose arrive. Je suis dans un salon et je dis j'ai quelque chose. Il me regarde bizarrement. Pourquoi il me donne ça? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me vendre quelque chose. Est-ce qu'il va mettre sa main dans ma poche ou quoi? Donc, il y a une méfiance à l'autrui. Et si c'est un homme, il est traité de vendeur, ce qui est un mauvais mot en français. Donc, c'est une insulte. On est vendeur, on est rien. Et si c'est une fille, donc, elle a une autre profession qui n'est pas bonne non plus. Donc, le problème, je pense, c'est culturel. Et en tant qu'Américain, je suis d'accord avec vous par rapport à l'accueil dans les restaurants en France. Même ma femme et moi, on est allés à Paris une fois et ma femme a voulu un café avec un peu de lait. Qu'est-ce qui est arrivé? Un grand café, une grande crème. Ma femme dit, c'est pas ce que j'ai vu. Mais vous ne connaissez pas la dame? Il dit, c'est un café avec une noisette.
comme si vous êtes conne, vous êtes stupide, et voilà. Donc, on s'est fait insulter, on parlait français pas trop mal, ma femme est française en plus. Et donc, ils ne réalisent pas que cette personne on est là pour une chose particulière dans la restauration, si c'est 3-4 tocs, 6 étoiles ou je ne sais pas, même un truc en burger de qualité. Toute personne qui doivent être employés dans la restauration, on doit poser une question essentielle. La question à l'embauche. Est-ce que vous aimez faire plaisir aux autres? Point. Et si la personne dit ils ne savent pas répondre, ne prendre pas la personne. Donc, il faut faire plaisir, on est là pour ça. Ceci n'est possible que si vous faites plaisir aussi à la personne que vous allez embaucher, c'est-à-dire des bonnes conditions de travail et bien payé. Aussi. Ça joue aussi. Oui, mais on peut... Ce qui est faisable, hein. Enfin, quand les affaires fonctionnent, c'est faisable. Absolument. Nous, on paye personne au SMIC chez nous. Hein. Ouais. Le salaire minimum, c'est 20% en dessous du SMIC. Et les gens qui travaillent à la plancha chez nous gagnent pas loin de 2 000 € net par mois. Ouais. Donc, ils ont des vrais salaires. Ouais. Mais... J'ai géré une société de croissanterie une quinzaine d'années qui n'existe plus parce que justement, ils ne payaient pas les gens. Il y avait un directeur de magasin qui était au SMIC pendant 10 ans. C'est une connerie. Bon, il faut valoriser des personnes et il faut leur permettre de contacter le client et c'est un vrai travail. Comme tu dis, c'est comme dans une boulangerie et avec ça, c'est la même chose, c'est une connerie. Merci. D'autres questions? Merci. Je voudrais revenir sur McDo. Pourquoi les hamburgers de McDonald's sont les plus chers en France par rapport aux autres pays? C'est aussi parce qu'en France, ils ont aménagé des restaurants. Aux États-Unis, le berceau, c'est des comptoirs à bouffe. Chez nous, c'est un peu plus fait pour que les gens passent du temps. Parce qu'ils savent que non seulement ils font 80% de leur chiffre d'affaires à l'heure du déjeuner de midi, donc, mais un peu élargi, donc entre 11h et 15h, mais en plus les additions sont les plus longues, parce que justement, c'est ce qu'on a dit à la table ronde précédente, les Français mangent un hamburger, mais aussi une petite salade et puis un petit dessert. Mais j'insiste sur le côté cadre. Ils ont travaillé pour se faire accepter par la clientèle française sur le cadre également du restaurant. Et une autre chose par rapport à l'accueil que je voulais dire, il y a un autre excès dans l'accueil qui peut être préjudiciable à la réputation des restaurants, c'est quelque chose qui s'apparente, à mon avis, à du racolage. C'est-à-dire quand vous êtes alpagué par les gens dans la rue qui vous disent « viens chez moi, viens chez moi ». Et bien ça, c'est casse-pied aussi. Voilà. Je veux vous dire, quand on reçoit les clients à la sortie du restaurant, en fait, on les alpague pas. En fait, non mais je dis ça si jamais c'était pour nous, pourquoi pas, hein. Chacun a ses méthodes commerciales. Bon, je pense pas que ce soit une super méthode et je trouve ça un petit peu, je trouve ça pas très très qualitatif. Quand on fait du produit qualitatif, le service c'est pas top. Nous en fait, on reçoit les clients pour leur expliquer en fait le fonctionnement du restaurant, et leur expliquer aussi pourquoi les produits sont bons, leur dire que tous les fromages sont au lait cru chez nous, que les sauces sont faites par un chef cuisinier, que les herbes sont fraîchement coupées, que les frites sont maison, que le pain vient de nos propres boulangeries. Donc voilà, donc nous c'est pas un système de racolage, c'est vraiment pour expliquer le fonctionnement du restaurant, expliquer pourquoi est-ce qu'on a des bons produits. Juste une chose sur McDonald's, effectivement donc il y a eu vraiment un effort considérable de fait sur le décor. Voilà, je tiens à vous préciser aussi que ça commence à être le cas à l'étranger pour les McDonald's. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais McDonald's France, c'est le deuxième pays d'importance pour McDo, puisque en termes de chiffre d'affaires, c'est le deuxième pays contributeur de chiffre d'affaires derrière les États-Unis. Donc voilà, donc en fait, la France est souvent un petit laboratoire pour eux. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Bernard tout à l'heure, on parlait de Paul qui était un précurseur dessus. Il faut savoir que McDonald's, il n'y a pas si longtemps que ça, avait pour intention de racheter Paul, pour vous dire qu'ils sont très ancrés dans tout ce qui est français. Et ça sert souvent de pilote un petit peu pour les restaurants à l'étranger, notamment le service à table qu'ils veulent développer, les systèmes de précommande, voilà, et puis la remontée en gamme de la qualité. Vous voyez, je défends bien McDo.
Pour compléter ce que vous disiez sur McDo, on a fait une étude croisée il y a 6 mois avec un cabinet américain sur McDo France, McDo États-Unis. On s'est aperçu d'une chose très intéressante, c'est que les Français sont 3 fois moins fidèles à l'enseigne que les Américains. En revanche, ils dépensent 3 fois plus que les Américains à chaque visite. Et là, ça change tout. Ça veut dire que notre perception de McDonald's n'a strictement rien à voir avec la perception qu'en ont les Américains et l'utilisation qu'en ont les Américains. Et je voudrais aussi vous rajouter une chose, c'est qu'il fut une époque où on faisait des voyages d'études, on emmenait des Européens, des Français aux États-Unis, à Londres, à Barcelone, en faisant des voyages d'études. On n'en fait plus parce qu'il n'y a plus de demande. En revanche, dernièrement, on est très sollicité par des Américains, par des Asiatiques et par des Canadiens qui nous demandent de faire des voyages d'études, des tours, pour leur montrer des concepts innovants en France. Bref, et dans ce tour, on montre Big Fernand, etc. Et puis dans ce tour, on inclut systématiquement, et surtout avec des Américains, le McDonald's du 116 rue de Rivoli à Paris, qui est le bateau-école de McDonald's France. C'est là où toutes les innovations sont tentées, etc., etc. Et pareil, j'aurais dû avoir une vidéo à chaque fois qu'on fait rentrer les Américains ici. Ils regardent, ils rentrent, ils disent « Mais tu nous avais dit que tu nous faisais rentrer chez McDo, c'est où McDo ?» Les Américains, quand ils voient le McDo France, ils ne reconnaissent pas McDonald's. Tous les codes sont changés. D'abord, je vous signale que McDo France, c'est un M jaune sur fond vert, alors qu'aux États-Unis, on est encore en M jaune sur fond rouge. Et je ne vais pas tout vous citer tous les écarts qu'il y a, mais quand un Américain rentre aujourd'hui rue de Rivoli à Paris, mais à Lyon ou à Bordeaux, c'est pareil maintenant, il ne reconnaît pas les signaux McDonald's qu'il a dans son esprit. Donc McDo France s'isole et McDo France prend une voie effectivement qui le fait arriver à des niveaux de tickets moyens qui ne sont pas comparables. Il y a un indice Big Mac qui a été créé par The New Economist à Londres, qui est un indice très très sérieux que tous les financiers de la planète utilisent. Et nous avons avec la Suisse l'indice Big Mac le plus élevé sur la planète. C'est tantôt la Suisse, tantôt la France. Enfin bref, les Américains sont très très loin derrière. Voilà. Bonjour. J'ai une question un peu personnelle. Vous pouvez ne pas répondre. Je voulais savoir si vous étiez passé par une formation hôtelière, hein. Une formation, une école hôtelière, un lycée hôtelier. La question s'adresse à moi ? À tous les deux. À tous les deux. Aux deux fondateurs. Non, pas du tout. En ce qui me concerne, je suis plutôt issu d'un milieu purement commercial. Après, évidemment, on s'entoure de gens compétents, c'est très clair. Mais je ne suis pas certain que ce soit la clé. En fait, le diplôme d'un lycée hôtelier ou d'un diplôme de cuisine n'est pas une condition strictement nécessaire pour moi pour monter un restaurant ou un concept de restauration. Je ne sais pas si tu partages, Steve, mais... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas un bon exemple non plus, puisque j'ai fait donc, une école de commerce, qui est notre supérieure que le nom. Donc, je n'ai pas de formation hôtelière. Enfin, je suis amateur de bonne chère et puis j'aime cuisiner. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant, parce que nous, on a des profils sur nos franchisés, parce qu'en province, on a des franchisés. On a des profils assez divers et variés. En fait, on a très peu de restaurateurs. Il faut savoir que le critère numéro 1 pour nous d'embauche des franchisés, c'est d'abord qu'ils soient sympas. C'est un critère numéro 1 chez nous. Et donc dedans, on a très peu de gens qui sont des restaurateurs. La seule chose que je peux remarquer, c'est que pour la tenue d'un établissement, pour le suivi de qualité au niveau des produits, je pense que c'est un plus d'avoir fait une école hôtelière ou d'avoir travaillé dans la restauration. Vraiment, hein, il y a une sensibilité accrue. Donc ça, c'est super. Après, si vous voulez vous développer, ça peut être un petit peu plus compliqué. Parce que, voilà, je vous dis, je suis à la fois restaurateur et chef d'entreprise. Le travail de chef d'entreprise a beaucoup pris le dessus aujourd'hui. Dès que vous commencez à vous développer, il faut d'autres qualités derrière. Voilà, et je dirais que si vous restez bloqué derrière votre comptoir, ça va nuire très très fortement à la qualité de votre développement. Donc oui, ça sert dans le cadre d'un établissement, c'est super, c'est génial. Après, je pense qu'avoir une formation un petit peu globale pour se développer, ça va aussi. Voilà. Je vous posais la question parce que j'étais quasiment sûr que vous n'étiez pas passé par une école hôtelière. Ne mettez pas en doute la qualité des produits dans nos restaurants, monsieur. Non, je suis très sensible là-dessus. Alors, je vous rassure, hein, c'est ni péjoratif, ni... Et pourquoi vous en étiez sûr? Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est intéressant, justement. Une intuition. Je suis prof en lycée hôtelier, mais en marketing. Donc, je vous voyais bien... Voilà, de ma famille, je dirais. D'accord. Vous savez, toute la génération de concepts émergents dont je parlais tout à l'heure,
un gros 3/4 ne sont pas des restaurateurs, des CAP, des écoles hôtelières, mais sont plutôt de très bons communicants. Juste pour dire que notre franchisé à Boulogne, c'est l'ancien directeur général de Yahoo France. Donc pour vous dire qu'on a des profils qui sont vraiment très éclectiques. Et le dernier qui a ouvert ici les Moulineaux avait un restaurant avant. Donc vraiment, effectivement, c'est des profils très différents. Alors par contre, dans la continuité, vous avez dit que vous investissiez beaucoup en formation. Derrière le recrutement, vous investissez en formation. Donc j'aurais 2 questions. Le recrutement, vous le faites où? Qui vous recrutez? Et ensuite, deuxièmement, sur quels critères? Mais là, bon, j'ai cru comprendre, il faut être sympa et aimer le client. Et ensuite, comment s'organise la formation? Voilà, cette formation, justement. À la relation client, si j'ai bien compris. Nous, quasiment depuis le début, enfin, quand je dis depuis le début, on est vraiment très jeunes. Hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé l'exploitation du premier Big Fernand. Hein. Donc depuis le début, en fait, on a une personne qui s'occupe donc de la formation chez nous. Maintenant, il y a une deuxième qui l'a rejoint pour aider les franchisés. On a de la vidéo avec les bons cas de figure, les mauvais cas de figure. C'est simple, les mauvais cas de figure, c'est pas compliqué. Hein. On laisse le naturel parler et très vite, on voit que c'est compliqué. Donc voilà, on travaille beaucoup donc là-dessus. On a une salle de formation. Et après, ceci n'est valable effectivement que si vous trouvez donc les bonnes personnes. Donc pour trouver les bonnes personnes, effectivement, il faut bien les payer. Hein. Donc prendre des choses, c'est une source de motivation. Chez nous, on prend des gens plutôt jeunes. Ils ont la chance de travailler en musique. La musique est à fond les ballons chez Big Fernand. Donc ça fait un cadre de travail qui est un petit peu différent. Les gens aiment bien venir travailler chez nous. Donc je pense que c'est un en plus. Vous savez, pour donner du bonheur aux gens, il faut soi-même être très heureux. Et je crois que les gens qui viennent travailler chez nous, ça se voit, en fait, ils sont contents de venir travailler. Donc ils communiquent leur bonheur. Voilà, quant au canal de recrutement, si ça ne vous dérange pas, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que c'est notre petit secret de fabrique. Mais il sort de tous les canaux habituels de la restauration. Oui, identique pour nous, en fait, la formation est effectivement quelque chose de très important. En l'occurrence, c'est moi qui m'en occupe. Franchement, ce point est primordial. On y passe énormément de temps et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, c'est comment former quelqu'un pour qu'il puisse accueillir, servir et dire au revoir à un client correctement. Voilà, tout simplement. Oui, moi j'ai une question par rapport au fait que chez vous, vous appelez pas les hamburgers. Et pourquoi, enfin, quelle est la raison du... C'est parce que j'ai fait une école de commerce, c'est pour ça. Non, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que je ne vous ai pas développé le pourquoi du comment Big Fernand, mais on a un positionnement 100% franco-français. Donc toutes les viandes sont françaises. Hein. Oui, on pourrait plus facilement prendre de l'agneau, par exemple, irlandais, ça coûte bien moins cher. Pas de mauvaise qualité d'ailleurs. Hein. Mais voilà, on a des très bons fromages en France, on a les meilleurs fromages du monde. On a le pays du pain, donc on a des très bonnes boulangeries. On a des très bons producteurs de viande. Donc nos produits sont 100% français. Donc nous y avons collé un nom 100% français qui est le hamburger. Voilà. Et dans la petite chose, c'est vrai aussi, c'est un élément de différenciation pour nous. Je pense que ça amuse les clients, ça amuse les gens qui travaillent chez nous de prononcer le terme d'hamburger et pas d'hamburger. Et je dois dire aussi, quand on parle de nous, on parle facilement du terme d'hamburger donc dans la presse. Ça nous aide. Quelquefois, quand vous avez des télés qui viennent, par exemple, chez vous, ça peut arriver. On n'a pas le droit de citer le nom, mais ils parlent toujours d'hamburger. On est toujours content parce que c'est notre marque de fabrique aujourd'hui. Donc voilà. Mais maintenant, on se pose la question de savoir si on peut transposer ça à l'étranger, parce qu'on ouvre à Londres. On ouvre à Londres au mois de février. C'est un petit peu plus complexe. Je ne sais pas ce qui va se passer pour l'étranger. Mais en tout cas, voilà, c'est un nom qui colle avec son fait. Ce qui est très important, lorsqu'on veut mettre un petit peu de communication et de marketing autour, il faut toujours qu'il y ait une cohérence avec le produit. Vous avez très certainement constaté, dans beaucoup de restaurants maintenant, les plats portent des prénoms. Donc je pense qu'on a vraiment été précurseurs là-dessus, en tout cas sur toute notre carte, ils ne portent que des prénoms. Alors il faut savoir que les premières lettres représentent la viande que vous avez. Donc le B, c'est du bœuf, le P, le Philibert, c'est du poulet. Ouais, donc il y a une vraie logique à ça. Donc voilà, il faut toujours avoir, lorsqu'on a du marketing un petit peu autour, et c'est vrai que ça compte aussi un petit peu, il faut toujours que ça soit en adéquation avec le produit et que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Si nous, on a des prénoms pour appeler nos hamburgers, donc le Philibert, le Bartholomé, l'Alphonse, c'est aussi parce qu'on s'appelle Big Fernand. C'est pas comme un cheveu sur la soupe, voilà, on a un prénom dans le nom de notre société.
Donc voilà, et puis une logique sur les viandes. Donc, voilà. Donc on a appelé ça Hamburger parce que ça collait avec notre image. Et aujourd'hui, on n'est pas mécontent de s'en servir. D'ailleurs, on a déposé le terme d'hamburger, d'atelier du hamburger. Voilà, ça fait partie de notre ADN. Oui, bonjour. Véronique Anastasie, moi je travaille sur le neurosensoriel et sur les filières. Où êtes-vous, Véronique? Je ne vous vois pas. Sur les filières qualité de France, donc je répète, je travaille sur les filières qualité de France depuis une vingtaine d'années. Je voudrais revenir sur votre problématique de fond du développement, donc de garder cette éthique alimentaire et de pouvoir la dupliquer. On en parlait hier, mais on n'a pas vu beaucoup de paysans dans les nouvelles tendances culinaires. Est-ce que vous avez un travail de fond justement sur ce lien important à la terre et aux êtres humains qui donnent à manger de la matière? On n'a pas encore à l'Académie des Beaux-Arts les paysans, mais c'est vrai que si on fait une peinture avec de la peinture de mauvaise qualité, elle ne tient pas dans la durée. Donc c'est pareil pour la matière première. Je suis contente d'entendre parler de produits aujourd'hui et de qualité de produits. Donc, comment travaillez-vous avec les paysans? Est-ce qu'ils sont aussi bien payés que vos salariés? Et puis, deuxième chose, au niveau je crois, du service, et c'est très important ce que vous faites, l'accueil. Les consommateurs ne sont pas idiots et ils comprennent très, très vite où est la qualité et où est le plaisir, à condition qu'on les respecte et qu'on soit attentionné. Et là-dessus, je pense que le sensoriel et la connaissance de soi est très important, et j'espère que vous serez demain des éducateurs au goût, car je pense que les artisans du goût de demain doivent vraiment faire ce travail d'éducation au quotidien. Il y a eu beaucoup de questions. Alors juste sur le produit, je me permets de répondre. Juste sur le produit, donc j'ai dit que le produit c'était important, donc c'est pas que des mots. Je vais à la source du produit au maximum. C'est-à-dire que moi j'ai déjà été faire les marchés vivants pour les choisir les bêtes. Alors je dis pas que toutes les bêtes qui viennent qui sont abattues, qui finissent en hamburger chez nous, je les ai choisies. Par contre, je sais pourquoi elles sont bonnes. J'essaie de remonter au maximum la filière. Pareil sur les fromages, pareil sur les légumes grillés assaisonnés qu'on a. Donc je remonte au maximum de la chaîne. Donc voilà, chez les producteurs. Donc ça fait partie de mon travail aussi. Quand je me déplace dans la vallée du Rhône justement pour aller voir les élevages, c'est important. Et je ne peux pas dire que des élevages qui nous concernent. Voilà, donc ça c'est la première des choses, l'importance du produit. Donc je remonte à la source au maximum. La deuxième chose, juste pour dire, c'est la notion de goût. Je trouve ça très important. Donc là, on est dans un atelier différent du premier. On parlait des calories. Donc chez Big Fernand, un repas moyen, c'est 850 calories. Donc c'est costaud. Donc je n'incite pas à ce qu'on vienne manger tous les jours chez Big Fernand. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en termes de goût, je peux vous dire que je me régale quand je vois des enfants qui viennent et qui rajoutent, parce qu'on peut composer soi-même son hamburger chez Big Fernand, c'est une de nos particularités, qui rajoutent de la coriandre dessus. Je veux dire que ça me fait bien plaisir, parce qu'on se demande encore si les enfants savent ce que c'est de la coriandre. Voilà, donc nous on participe beaucoup à ça, au niveau du goût, à notre petite échelle. Hein. Voilà. Et enfin, un dernier point, je ne veux pas ne pas me soucier du sort des paysans, mais malheureusement, me souciant du sort de mes clients, de mes salariés, je ne peux malheureusement pas m'occuper de tout le monde. Donc c'est vrai que je remonte la filière jusqu'à la sélection des produits. En revanche, derrière, on passe aussi par des gens qui distribuent les produits. Donc sachant que je fais référencer des producteurs, donc je travaille avec un grand distributeur qui s'occupe de la logistique pour nos établissements. Parce que maintenant, on est présent partout en France. Donc il me faut quelqu'un qui puisse distribuer ces produits. Je fais référencer des producteurs. Oui, bon, je vais donner un exemple concret. On a un fournisseur d'oignons confits. Donc j'ai un fournisseur. Et je peux vous dire qu'avoir un fournisseur juste pour les oignons confits, c'est pas un petit truc quand vous avez des restaurants. Parce que vous essayez de limiter votre nombre de fournisseurs. Ben, j'ai un type qui fait des oignons confits et je le trouve très bon. Je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix et qui fait des super choses. Bien, je les fais référencer par mon distributeur. Donc à ma manière, je l'aide aussi à grossir. Voilà. Après, il a une discussion avec le distributeur. Bon, je ne peux pas m'immiscer dedans. Voilà, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je lui apporte le débouché commercial pour qu'il puisse se développer. Donc chez nous, il y a, mais pas que, des gens qui sont à la base des petits producteurs. Voilà, on vient de travailler avec une société qui est dans le Doubs, qui fait des boissons. Les boissons, c'est important aussi chez nous, qui sont des boissons, des limonades naturelles. Aujourd'hui, on est devenu son plus gros client. Ben, à notre manière, on participe à son développement. Voilà. Après, au niveau des prix, je ne peux pas tout contrôler parce qu'on passe par un distributeur. Mais voilà.
Je voudrais compléter votre propos en disant que nous observons cette tendance forte, c'est que les chefs, les cuisiniers serrent la main de leurs producteurs le matin. Et ça, c'est même devenu pour eux un élément clé. Les bons produits sont difficiles à trouver et le fait d'avoir un lien direct avec son producteur, ça a du sens. Et puis deuxième élément, qui est une micro-tendance, on ne peut pas le généraliser, mais il y a 2 cas pilotes. La Jeune Rue à Paris, dont vous avez peut-être déjà parlé depuis le début du week-end, qui est en lien direct avec ses producteurs, son champ de blé, etc. Et un deuxième établissement qui ouvrira en mars prochain du côté d'Angoulême, grand ensemble avec un cheptel de plus d'une centaine de têtes pour pouvoir pourvoir aux besoins du restaurant. Donc il y a une vraie tendance forte à ce niveau-là. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'au début du siècle dernier, il y avait 6 millions de paysans. Est-ce que vous savez combien il reste de paysans en France aujourd'hui? Non, moi je connais pas le chiffre. Dites-nous un chiffre. Monsieur le directeur du GIRA doit savoir. Aucune idée, j'en sais rien du tout. Aucune idée. Vous allez nous le dire. 300 000 peut-être? 130 000. Et on s'achemine vers 50 000. Donc le problème d'approvisionnement, il est crucial. C'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs aujourd'hui savent qu'ils sont l'avenir culinaire des paysans. C'est-à-dire, si aujourd'hui ils n'achètent pas ces produits, ces paysans, vous le savez, ils meurent tous les jours. Et surtout, s'ils ne sont pas payés à la prime à la qualité pour ceux qui font du bon travail, parce qu'aussi ça existe, mais pour que ces paysans soient là encore demain et qu'on ait de la matière à manger et donc à cuisiner de valeur, il est essentiel que vous soyez conscients de ça aujourd'hui. Voilà. La taille des exploitations est exponentielle aussi, non? Je suppose que les 130 000, ils n'ont pas la même taille moyenne. Ça ne va pas toujours moyenne. dans le sens de la qualité, vous le savez. Mais à partir du moment où on travaille avec des produits de saison, on travaille nécessairement avec des cours. Si on prend des fruits et légumes, par exemple, Frédéric, on travaille avec des cours, tout simplement. Donc moi, personnellement, je négocie jamais le prix. Puisque je travaille avec du produit de saison, je pense l'acheter au juste prix. Voilà. c'est surtout que c'est moi qui négocie les prix. C'est surtout que c'est toi. Ouais. En fait, moi, je suis le chef de Lucien et la Cocotte parce que oui, il y a quelqu'un qui est professionnel et qui travaille sur toute la qualité des aliments, qui s'entoure de professionnels pour aller encore plus loin. Donc moi, j'ai fait le choix de centraliser toute la production et de ne pas la déléguer parce que je veux travailler des produits de saison, des produits frais. Je ne suis pas en direct avec des paysans parce que ça serait trop complexe. On est sur une volonté de développer des restaurants et pas sur un seul restaurant. Par contre, je suis en négociation directe avec un acheteur local. Donc on travaille dans la vallée du Rhône qu'avec des producteurs locaux. J'ai fait le choix d'avoir moins de choix à ma carte en termes de légumes, mais que des légumes de saison. Donc aujourd'hui, vous avez du potiron, vous n'avez plus de haricots verts, vous n'avez plus de ratatouille, vous avez le légume de saison. Et je fais découvrir à mes clients qui viennent acheter du poulet, des panais. On travaille, comme je vous disais, le potimarron, on travaille des légumes anciens dans des prix que j'ai fixés en disant je préfère avoir moins de choses, mais à un prix qui, moi, est possible dans ma gamme de prix. On travaille aussi par rapport au poulet avec des producteurs locaux, directement avec l'abattoir. Donc on est sur des produits labellisés, sur des produits qu'on suit, qui sont nourris au grain. Donc on a vraiment le choix de produits de qualité. Et après, ces produits de qualité, on les sublime en travaillant avec des gens qui nous apprennent à travailler le sous-vide, par exemple, et qui nous permettent de garder toutes les qualités gustatives de l'endroit où nous, on le fabrique, jusqu'à l'endroit où va être servi, c'est-à-dire à Lille ou à Paris ou ailleurs. Donc on fait vraiment ce travail-là au quotidien. Et nous, on n'achète pas des oignons confits, on les confie nous-mêmes. Non mais c'est vrai que moi, déjà choisir la qualité. Je me suis entourée de pâtissiers, de cuisiniers et de gens qui travaillent pour leurs clients. Et pour revenir à la formation des collaborateurs qui sont au devant du client, nous on a des collaborateurs aujourd'hui qui créent des recettes. C'est-à-dire ils viennent en disant ma grand-mère faisait ça, et on a des recettes de nos collaborateurs. Donc on les implique, y compris dans la fabrication des produits. Et moi, tous les jours, je vais dans un des restaurants et je discute avec mes clients. Je leur demande ce qui leur a plu, ce qu'ils ont envie. Il y a des gens qui nous réclament des desserts, des gens qui nous réclament des recettes, des gens qui nous donnent leur avis sur c'est trop salé, c'est pas assez salé, c'est bien, moi je mettrais un peu plus de ci, un peu plus de ça. On ne travaille que de cette manière-là. On est au contact du client. Parfois, nos collaborateurs sont perfectibles, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont des humeurs, ils ont des soucis dans la vie, mais ils aiment leurs clients.
et ils aiment ce qu'ils vendent. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on fait au quotidien chez Lucien et la Cocotte. J'ajouterais également que les recettes fromagères que nous proposons, le fromage est donc acheté à un meilleur ouvrier de France, à 150 mètres de la boutique, et que le pain, c'est du pain bio, du boulanger d'à côté qui est super bon. Non, mais c'est vrai que le choix de la saison est déjà crucial. Puis il faut savoir que l'être humain, au niveau sensoriel et nutritif, a besoin de ce produit de saison à ce moment-là. Donc il ne faut jamais oublier ça. Donc vous satisfaisez encore plus le client. Mais je pense qu'on a complètement aujourd'hui perdu de vue ce lien à la terre et aux paysans. L'amont production, on fait beaucoup de marketing, on fait maintenant un effort pour les consommateurs, tout ça est formidable. On sélectionne mieux les produits, et c'est le cas de quelques chaînes, et malheureusement ce n'est pas la majorité. Mais maintenant, il faudrait vraiment que ce travail de lien, pour que les paysans et les éleveurs soient payés à la valeur de ce qu'ils font, parce qu'ils abandonnent, certains disparaissent, et leurs enfants surtout ne reprennent pas le bébé. Donc il n'y a pas de transmission, donc il y a aussi une grosse perte de savoir-faire. Et aujourd'hui, certains paysans deviennent avec leurs enfants des agents immobiliers. D'accord ? On a pas mal de terres en jachère. Il faut absolument réveiller tout ça pour ne pas perdre tout ce cheptel d'éleveurs et toute la valeur de ces agriculteurs. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je vous répète nous ne sommes pas des acheteurs de grande distribution. Donc moi, je négocie pas les prix. À partir du moment où je pense que j'achète le bon produit au bon prix, je le prends, tout simplement. Et effectivement, plus on est en direct, mieux c'est. Mais c'est quand même pas facile. Et je pense que Steve ne pourra pas me contredire. C'est que traiter en direct avec des paysans maintenant, c'est quasi impossible. On ne peut pas, d'un point de vue purement technique, le faire. Je ne vois pas comment géographiquement on pourrait faire. Mais si ça peut vous rassurer, madame, je pense que tout ça est en train, tout doucement, de se renverser. Et je pense que si on se revoyait là, peut-être pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans beaucoup plus que ça, je ne sais pas si on sera tous là, vous verrez qu'il y aura peut-être plus de paysans. Non, mais c'est en marche. Moi, que je vois notre cuisinier de l'année, Yannick Aleno, qui depuis 8 ans soutient des producteurs d'Île-de-France, a sauvé des espèces qui étaient menacées de disparition, a permis à des petits producteurs de ne pas déposer le bilan. Donc les locomotives que sont les grands chefs jouent pleinement ce rôle aujourd'hui. Et pour moi, c'est un signal très positif. Alors ensuite, il reste à ce que ça se propage dans l'ensemble du tissu économique. Mais ce qui est certain, c'est que les grands chefs le font. Les chefs novateurs dont je parlais tout à l'heure, ceux qui créent des concepts, le font. Les bons cuisiniers qui font du fait maison le font. Donc on a déjà une grande partie de la restauration qui est dans ce phénomène, des produits proches, serrer la main de son producteur et des produits de saison. Il y a toute une génération de restaurateurs qui a envie de communiquer avec ses paysans et ses agriculteurs, mais qui ne sait pas automatiquement, qui ne savent pas le faire. Et comme disait Frédéric, d'un point de vue logistique, c'est impensable aujourd'hui qu'un restaurateur s'adresse aux paysans pour ses achats. Malheureusement, il le regrette. Mais sans trahir de secret, il y a 2 mois, j'étais avec un parterre d'agriculteurs autant que vous êtes là. Et ces gens-là voulaient juste savoir de quelle manière ils pouvaient jouer un rôle dans cette montée en gamme de la restauration. Et je trouve ça très intéressant, très intéressant. Il y a des agriculteurs qui commencent sérieusement à y penser, des jeunes agriculteurs qui voudraient jouer un rôle, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais ça va être lent. Il y a une industrie de l'agroalimentaire qui est pesante, et vous le savez très bien, qui est très puissante dans ce pays. Et puis il y a le modèle économique aussi d'un restaurant qui est là aussi. Le modèle économique, on n'y peut rien. Il y a des charges de personnel, on les connaît en France, mais il y a aussi un coût matière à respecter et un prix psychologique qu'on ne peut pas dépasser. Regardez les 3 étoiles au guide Michelin. Un restaurant moyen en France, il a 65% de prime cost. 65% de prime cost, ça veut dire coût matière plus frais de personnel. Les 3 étoiles au guide Michelin, ils volent à 90%. Pourquoi ils ont 90%? C'est parce qu'ils achètent des matières au plus haut niveau et ils n'arrêtent pas d'aller en chercher au plus haut niveau. Et ils ont du personnel de très très haute qualité qui sont obligés de payer aussi bien en salle qu'en cuisine. Ce qui veut dire que quand un 3 étoiles vous s'éporte le matin, ils perdent de l'argent. Alors, il va bien falloir trouver des solutions. Le consommateur ne peut pas payer au prix qu'il faudrait, donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont en train de cogiter à tout ça et qu'on est sur la bonne voie. On va y revenir. J'aurais une question en vous ramenant sur Laval, puisque vous avez beaucoup parlé du service. Ça a l'air d'être la sympathie, en fait, une denrée
difficiles à acheter ou qui s'achètent sur un marché parallèle, se trouvent sur un marché parallèle. Au-delà des anecdotes qu'on entend depuis des années et des années, quelle est la tendance? Comment on l'inverse? Qu'est-ce que vous imaginez de possible si, soi-disant, c'est un enjeu national? Sans bien sûr que ça soit de travailler son filon pour son business, quoi. Je m'excuse, je n'ai pas compris la question, monsieur. En gros, on ne peut pas trouver... je reviens du Japon, donc j'ai vécu le choc culturel de la différence de service, comme monsieur l'a expliqué pour les États-Unis. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a des gens qui peuvent travailler en donnant de la sympathie, mais on en trouve peu. Et puis, monsieur le disait, l'État a l'air de s'en inquiéter, enfin Fabius. Il semble qu'il y a un problème. Où est-ce qu'on achète cette sympathie, ce service? Qu'est-ce qu'on fait en France? Je reviens juste sur quelque chose. En dehors des solutions individuelles, bien sûr. On ne leur demande pas de donner de la sympathie. Non, on choisit des gens sympas. C'est différent. J'ai bien compris. Et après, ils la donnent naturellement. Les Français sont comme ils sont. Donc, comment on fait pour restaurer ce potentiel dont on a besoin? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que c'est une tendance qui est imaginable, qu'on retrouve une qualité à long terme? Restaurer le potentiel de sympathie et de service dans les salles. Vous avez parlé que de ça. Vous avez dit, je vais dans un café, on alors là, moi, je vais vous dire, nous, on est un cabinet d'accompagnement. Vous savez ce qu'on leur dit à nos clients, et j'ose franchement le dire, ben alors, sans souci, aller recruter ailleurs que dans les écoles hôtelières. Ah bah moi je le dis, l'éducation nationale n'est pas très content quand je dis ça, mais je suis désolé. Quand vous avez quelqu'un qui arrive à un recrutement et qui vous demande déjà quand est-ce qu'il y a des RTT et combien il va gagner, et quand est-ce qu'il peut partir en vacances, etc., avant de savoir même qu'est-ce qu'il va faire comme job, qu'est-ce qu'il peut amener à l'entreprise, et surtout avoir smile. Bon, c'est bien. Moi je préfère faire rentrer aujourd'hui, je vais vous dire, dans des salles... Aucun. Donc la solution, si j'entends, c'est soit aucun. je garde la ressource. Mais je préfère 100 fois, et on l'a fait chez des clients à nous, très petits restaurateurs et très grands restaurateurs. On a fait rentrer des gens qui ne sortaient pas d'école hôtelière, qui éprouvaient du plaisir à faire plaisir, tout simplement, qui avaient du bon sens et qui avaient un sens commercial. Ils ne savaient pas porter 5 assiettes. Mais qu'est-ce qui est le plus dur? De faire plaisir à un client, d'avoir ça dans les tripes, ou de porter 5 assiettes? Ah bon? Bon, désolé. Moi, ce qui me gêne dans votre réponse, c'est que ce que j'entends, c'est que moi, j'achète du service, ça me va bien pour mon business, c'était monsieur, puis vous vous dites, bon, allez acheter ailleurs. Donc, et quand même, ce qui a été dit sur ce plateau, c'est qu'on a un problème national avec ça, l'enjeu du tourisme, etc. Donc, on ne peut pas vous éviter la question en répondant comme ça. Non, je pense, Laurent, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que... ce que dit Laurent, c'est une vraie question, effectivement. Je pense que Bernard, tu viens de faire beaucoup d'amis dans la salle là en disant que les écoles hôtelières ne formaient pas. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que dans les concepts, si les concepts émergent aussi maintenant beaucoup en France et plus encore qu'aux États-Unis, c'est aussi parce que maintenant ceux qui montent des restaurants et des concepts sont des gens qui sont issus des écoles de commerce. On voit à Ferrandi, on voit les à HEC, l'année de césure, souvent, ce sont des personnes qui vont faire Ferrandi. Ils font HEC, donc la plus grande école de commerce, ou l'une des plus grandes écoles de commerce en France. Ils vont faire Ferrandi. Et donc là, il y a un vrai questionnement. On voit de plus en plus de concepts qui émergent, qui ne sont pas créés par des restaurateurs, et là, apparemment, c'est bien le cas, mais des gens qui ont fait des écoles de commerce. Et ça change totalement le panorama, doucement, comme je ne sais pas ce que tu en penses, mais des concepts qui émergent aujourd'hui en France. Mais juste pour vous dire que je pense que le rêve de tout chef cuisinier, de tout cuisinier qui sort de l'école Ferrandi, c'est d'avoir son propre restaurant. Donc la volonté est là et il sera équipé pour. La seule chose, c'est à partir du moment où on veut développer donc en chaîne, dès qu'on veut dupliquer le modèle, il faut des qualités autres qu'être un simple bon cuisinier. C'est tout bête. Donc soit la personne a ses qualités, c'est quand même, on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde, soit il s'entoure de ses qualités. Vous prenez Yannick Aleno par exemple, il est entouré par des gens qui sont capables de gérer la boîte, sans... Voilà, donc... Pardon ? Mais il y a très certainement des gens qui sortent de l'école hôtelière qui sont très bien et qui sont très sympas. En complément, nous, ce que nous... Excuse-moi. Il y a un réel problème sur peut-être la formation aussi peut-être de nos jeunes, parce que les jeunes évoluent, parce qu'on vit dans une société de zappeurs. Il y a un vrai, je pense qu'il faut aussi qu'on se remette en cause, c'est clair. Mais tu n'as pas le droit de dire
je veux dire, non, on n'allait pas chercher les élèves non, on a des très bons élèves dans les écoles hôtelières, je tiens à te le dire. Il faut nous les envoyer dans la restauration. Oui, mais on en trouve, et je peux te dire que... Et on a vraiment des gamins, moi, tu vois, là, je reviens de République tchèque, j'ai été placé des élèves donc, par je veux dire, notre projet Erasmus+, et je peux t'assurer qu'en République tchèque, quand ils me voient arriver avec des élèves de l'école hôtelière française, ils me déplient le tapis rouge. Donc, on a vraiment des compétences. Donc, par contre, quand tu dis qu'aujourd'hui, il y a un réel problème au niveau de l'accueil dans les restaurants en France, je suis complètement d'accord avec toi. Mais cependant, c'est un peu dur aujourd'hui quand tu affirmes des choses qui sont... C'est pas une science exacte. Oui, c'est vrai, en sachant que nous, alors contrairement à Ferrandi, nous, on ne choisit pas nos élèves, Bernard. Quand les élèves arrivent chez nous, ils arrivent avec tous leurs défauts et toutes leurs qualités. C'est nous qui faisons d'aujourd'hui, on est des éducateurs. On a oublié de dire qu'aujourd'hui, le service public, on est devenu un service éducatif. Le problème, à Ferrandi, ils n'ont pas de problème. Ils choisissent leurs élèves. Et la formation, elle a combien, rappelle-moi? 8 000 € par an. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Ce que tu dis, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un réel problème d'accueil et de communication vis-à-vis de nos gamins, parce que nous, il faut qu'on les éduque. Tu comprends ça? Et les grandes écoles comme Bocuse, comme Ferrandi, eux, c'est complètement différent. Ils prennent des mômes ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, c'est pas ça. Nous, on est là pour travailler avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on rencontre certaines difficultés. De plus en plus avec les niveaux de CAP aujourd'hui, parce qu'on a des gamins qui viennent de SECPA, il faut quand même le savoir. Moi, j'ai aujourd'hui des gamins que j'ai eus en SECPA qui font aujourd'hui un BTS. Donc, il ne faut pas non plus généraliser. Voilà, c'est tout. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que tu fais, tu le sais. Donc, je pense que tu n'as pas été très juste avec nous. Là. Voilà, c'est tout. Je voulais juste te le dire. J'ai peut-être pas été très juste, mais je ne fais que relater de ce que pensent les restaurateurs, c'est tout. Hein. Je suis désolé de me mettre en première ligne. Voilà. Les restaurateurs, qu'ils soient petits, grands, moyens, chaînes, groupe à groupe, c'est ce qu'ils nous disent, mais tous les jours, quoi, il faut qu'on aille recruter ailleurs. Pourquoi ils nous disent ça? Je suis désolé. Et nous, en tant qu'observateurs, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Maintenant, un parallèle avec l'international, nous sommes présents dans 10 pays. Moi, je constate que les chefs, notamment les grands cuisiniers, sont tous Bac+4, Bac+5 à l'étranger, et qu'en France, le niveau est très en dessous. Alors c'est en train de changer, mais ça aussi marque les comportements en termes de formation interne, en termes d'exemplarité. Et là, il y a aussi des conséquences qui vous échappent, parce que ce n'est pas de votre fait, mais nous, on le constate, et je pense que ce n'est pas étranger à ce que l'on peut observer dans nos établissements. Juste de manière globale, pour défendre Bernard 2 secondes, alors je ne connais pas bien les élèves de l'école hôtelière, ils sont très certainement très bien. C'est de manière globale un petit peu dans la restauration, il y a quand même 2 écueils. La première, c'est le formatage. Donc, le formatage, ça bride l'imagination. Donc voilà, et ce n'est pas vrai seulement pour l'école hôtelière, hein, c'est assez global ce que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est l'usure que peuvent rencontrer des gens qui ont commencé à 14 ans en cuisine ou qui ont commencé des études très tôt dans la restauration, qui, avec 15 ans ou 20 ans de fourneau derrière, quand ils n'ont pas eu la chance de sortir des fourneaux comme les grands chefs, qui sont un petit peu moins dans les grands fourneaux, c'est vrai que c'est très usant comme métier aussi. Ça n'aide pas non plus. Voilà, mais c'était rien contre l'école hôtelière, mais c'était assez global sur la restauration. Oui, pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait une école hôtelière ou pas. La sympathie, ça ne s'achète pas, ça ne s'apprend pas à l'école. On est intrinsèquement enclin à aller vers un client ou pas. Donc c'est pas parce qu'on a fait une école hôtelière qu'on saura mieux ou moins bien accueillir un client et le servir qu'un BTS Action Co. Il y a un petit mot que je voudrais rajouter par rapport au travail manuel que des gens dans les écoles hôtelières ou autres. On ne valorise pas assez le travail manuel. Et quand je suis venu en France il y a 35 ans, les gens qui rentraient dans la cuisine, ils auraient pu être charpentiers, électriciens ou autres. Donc, ce n'était pas assez valorisé. Et si vous êtes dans la voie de garage, si tu veux, ce n'est pas vraiment valorisé. Moi, je pense qu'il faut valoriser le travail qui est dans des écoles hôtelières, que les élèves réalisent qu'ils peuvent travailler avec leurs mains et être intelligents aussi. Il n'y a pas besoin
un bac +5 de quelle que soit l'école de commerce, mais il faut bien réaliser et valoriser les personnes parce que le travail manuel est guidé par la tête. Donc il ne faut pas oublier ça. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. J'ai eu de la chance de travailler chez le nôtre pendant des années et j'ai compris, c'est l'accueil d'abord, le travail valorisé parce qu'on fait quelque chose de bien qui fait plaisir et on peut innover. Donc voilà. Donc valorisons toutes les personnes ici parce que tout le monde est bon. Voilà. Merci à tous. Voilà, on va vous quitter parce que les organisateurs me disent qu'on a largement dépassé. Donc on va remercier nos intervenants et merci à vous tous. À bientôt. Merci. Résultat, aucun effet. Sauf éventuellement un frémissement de moindre dégradation. On the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none. See me in the party, baby, give me a chance, and everybody know I'm coming to grab your hand and dance, and you gon' party and party.